Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Tu crois que si on poussait les meubles, on pourrait avoir des traces? Cette cave, c'est un peu comme un ventre. Les sons sont assourdis. Il n'y a que le bruit de la ventilation. Un ronron régulier, rassurant, apaisant. Il n'y fait pas du tout humide. C'est quand même hyper important quand on veut conserver des archives. Et je n'ai même pas peur. Peut-être que Maurice non plus n'a pas eu peur. En tout cas, au début. Qui a tué Maurice? Une enquête de Louise Régent. Réalisée par Arnaud Forest. Deuxième épisode. Quand on apprend qu'il y a une maison à la campagne. Maurice s'est pris son premier coup. Au moment où le marteau a heurté son crâne, la douleur a dû être atroce, bien sûr. Mais surtout, ses lunettes ont volé. Et alors là, il a complètement paniqué. Comment je le sais? Mais parce que c'est une des seules choses que je partage avec Maurice. Comme mon grand-père, je suis myope. Mais vraiment, très myope. De ses 16 petits-enfants, je suis d'ailleurs la seule à avoir hérité de ses yeux de rhinocéros. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les rhinocéros qui ont la pire vue. La taupe n'arrive que 5e après les chauves-souris, les taureaux et les poissons des abysses. Je vois net à environ 1 mètre. À 3 ou 4 mètres, je ne fais pas la différence entre mon propre fils et un inconnu. Et au-delà, c'est le flou total. Alors, dans cette cave... C'est quoi ces vieux trucs? Aux côtés de Sébastien, mon cousin notaire, j'imagine très bien. Je crois que je peux même ressentir ce que Maurice a ressenti quand il a reçu le premier coup de marteau. Se retrouver dans le flou, sans repère, au moment même où il faut lutter pour sa vie. Quel enfer! J'en suis là de mes réflexions quand Sébastien m'appelle. C'est un espèce de truc de 1920. Là, posé en plein milieu d'une étagère vide, il y a un gros dossier. Oh putain! D'au moins 15 cm d'épaisseur. Un dossier qui ressemble un peu à ceux que trimballent les avocats quand ils travaillent sur une grosse affaire. Épais et fermé avec une sangle, il est là, comme s'il venait d'être consulté. Ce dossier, c'est celui de la succession de Maurice. Et il n'a absolument rien à faire là. Ça, c'est un premier mystère. Et dedans, il y a son testament. Ou plutôt, ses testaments. C'est un premier testament où il dit... donc il lègue à la famille. Donc ça date de 14 octobre 1978. Il refait un autre testament. Il refait un testament où il précise un petit peu sur quelques meubles. Ouais. Et après 80, dit 28 avril 80. Je signe Monsieur Maurice Régent, déclare ajouter à mon testament de codice suivant. Je lègue à Madame Jacqueline Bélanger, née de tout frais de reçu, la maison 6, Loire-et-Cher, 28 avril 1980. Il est assassiné le 3 juin. Ça, c'est un mois avant son décès. Waouh! Incroyable. Jacqueline Bélanger, c'était la secrétaire particulière de Maurice. Sa secrétaire et sa maîtresse aussi. Pas très original, nous sommes d'accord. Mais Madame Bélanger, ça n'avait pas l'air d'être juste un plan cul pour Maurice. À l'époque de sa mort, elle a la soixantaine comme lui. Cela fait 24 ans qu'elle travaille à ses côtés tous les jours. Et puis Maurice l'a quand même couché sur son testament, en lui laissant une maison pour y passer les vacances et les week-ends. Ce qui est très étrange, c'est qu'il l'ait fait quelques semaines seulement avant sa mort. Est-ce que Madame Bélanger a pu tremper dans l'assassinat de son amant? Il y en a un qui a bien connu Madame Bélanger.
c'est le plus jeune frère de mon père, mon oncle Alain. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'équipage de ce TGV Inouï, vous êtes la bienvenue à bord de ce TGV 6931, destination d'Annecy. Alain habite au bord du lac d'Annecy. Allô? Ouais, salut Alain, c'est Louise. Ça va? Comment tu vas? Quand je l'ai appelé pour lui demander, avec 1000 précautions, si je pouvais venir lui parler de Maurice. Je prépare un podcast sur... comment t'expliquer ça? Sur l'impact que peut avoir... En fait, c'est... Il a tout de suite dit oui, ce qui m'a beaucoup surpris. Je suis ouvert à discuter avec toi de ça, il n'y a pas de souci. D'abord parce qu'avec Alain, on n'a jamais beaucoup parlé, et parce que plusieurs membres de la famille m'avaient assuré qu'il ne me dirait pas un mot à ce sujet, qu'il allait m'envoyer balader, comme ça a été le cas pour un autre de mes oncles. Ok, super, merci beaucoup, et puis j'ai hâte. Ok, allez, bisous. Salut, bisous, bye. C'est beau, hein? Bah oui, c'est beau. Tu viens souvent te balader là? Et on vient de temps en temps, oui. Il y a mes voisins, ils ont un bateau là, au ponton. Alors, quand ils nous invitent à aller faire un tour. Alain avait 21 ans quand son père, Maurice, est mort. Et il l'a appris à la radio, par hasard, dans sa petite chambre d'ouvrier agricole. Ma Bélanger, c'est la secrétaire particulière de papa. C'était une femme pas grande, mais moyen grand, quoi. Plutôt mince, d'après ce que je me souviens. Avec les cheveux clairs, il me semble. Avec une voix de femme timide. D'une femme pas soumise, mais au service de son patron, quoi. C'était pas une voix autoritaire, quoi. Et alors, au niveau du caractère, elle était comment, Madame Bélanger? C'était une crème, hein. De toute façon, je pense qu'elle était folle amoureuse de papa et que elle faisait tout ce qu'il lui disait, quoi. Donc, il lui demandait de me garder, c'est tout, hein. Alain, il a bien connu Madame Bélanger parce que, et je trouve ça tout à fait surprenant, il allait régulièrement passer des week-ends entiers chez elle et son mari. Oui, Madame Bélanger était mariée, elle aussi. Je m'interroge sur mais pourquoi j'allais passer des week-ends chez eux? Je me l'explique pas, hein, de toute façon. Je sais pas. Et alors, tu faisais quoi chez Monsieur et Madame Bélanger? Ils m'emmenaient se promener, puis voilà, on dînait, et puis je me couchais, hein. J'étais pas vieux, hein. C'est vrai, c'était avant mes 10 ans, je pense, donc... Mais c'est bizarre, parce que aucun de tes frères n'a été envoyé en week-end chez Monsieur et Madame Bélanger? Non, mais moi, oui. J'ai des souvenirs bien précis... du petit appartement, c'était un 2 pièces, hein, il y avait ou un 3 pièces, il y avait leur piole, un petit salon, et puis c'est tout, quoi. Une petite cuisine. Mais c'est hyper bizarre que Mamoun, elle laisse son petit garçon, son dernier garçon, aller passer le week-end chez la maîtresse de son mari. Alors, oui. Mais à ce moment-là, c'était la secrétaire de mon mari. C'était pas... Elle savait que c'était la secrétaire. Elle savait peut-être pas que c'était la maîtresse. Oui, cette histoire de week-end, c'est vraiment très bizarre. Pourquoi Madame Bélanger acceptait-elle d'accueillir le fils de son patron chez elle le week-end? Est-ce qu'elle y était obligée? Est-ce que Maurice l'a payé? Est-ce que son mari savait qu'il passait des week-ends entiers avec le fils de l'amant de sa femme? Est-ce que Alain pourrait être le fils caché de Maurice et de Madame Bélanger? Non, mais c'est bien ma grand-mère qui a accouché, ça y a des preuves. Après quelques recherches et pas mal de coups de fil, j'ai fini par retrouver la maison que Maurice a achetée à Madame Bélanger. Une grande maison, typique du Val-de-Loire, en tuffeau blanc, au bord d'une route de campagne,
avec des champs tout autour. Excusez-moi. Oui. Bonjour madame. Et des voisins qui se souviennent très bien de Jacqueline Bélanger. C'était là qu'elle était, Madame Bélanger. Ah bon? Oui. Vous l'avez connue, madame Bélanger? Ah bah oui. C'est pas vrai? Pour nous, c'était Tata Jacqueline. Non. Mes enfants, ils en ont un souvenir mémorable. Ah si. Ah bah Tata Jacqueline, nous, on vivait avec elle. Hein. D'accord, donc c'est derrière le muret là? Ouais. Ok. Mais c'est une belle maison, c'est une... Ah bah oui. Ah oui. Mais d'accord. En bas, vous voyez, là, il y a une fenêtre et puis une porte Ouais, qui ouais. donne sur un balcon. D'accord. Et ça, c'était, c'est sa salle à manger. À côté, il y a une cuisine et à côté, il y a une chambre. D'accord. Et sur le devant, en face de la chambre, il y a un autre ils ont dû en faire une entrée, un vestibule. Et puis c'est tout. Ils venaient là, tous les deux. Tous les deux. Ah, vous avez vu Maurice? Bah, par contre, il arrivait, il se renfermait, on les voyait plus. On les voyait pas, mais On n'a pas savait fréquenté, et on n'a pas fréquenté Maurice. Au début, donc ils sont venus là, tous les deux. Nous, on pensait que c'était un couple. Mais c'était un couple. Oui. Enfin, Illégitime, mais un couple quand même. On a appris ça par la suite, si vous voulez. Oui, bien sûr. Après, effectivement, quand il y a eu ce drame, effectivement, les gendarmes sont venus. On a su cette affaire-là. Bon, merde. Après, donc, Madame Bélanger venait toute seule. Et vous savez comment est mort Maurice? Oui. Mm. Oui. On a un repère, c'est qu'il nous... Alors, en 80, quand on s'est mariés, il nous a fait un cadeau. Et ça faisait pas longtemps qu'ils avaient la maison. Oui. Voilà. Et vous l'avez encore ce cadeau? Oui, parce que c'était des assiettes à dessert Villeroy et Bosch. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'émeut de rencontrer ce couple de voisins. Peut-être parce que ce sont les premiers qui me parlent de Maurice autrement. Pas du père, pas du notaire, mais de l'homme amoureux. Voilà mon cadeau de mariage de votre grand-père. Et alors moi, je n'y connais rien. Villeroy et Bosch. Bosch? Bosch. Bah, c'est une grande faïencerie, ça, Villeroy et Bosch. D'accord. Et j'ai l'impression d'avoir accès à une intimité à laquelle personne d'autre dans ma famille n'a eu accès. On lui a pas fait. Du coup, après la mort de Maurice, Jacqueline, elle continue à venir. Ah ben, ça a été un moment Ça a été un sous-scellé. moment sous-scellé quand même. Les gendarmes sont venus. Ben, les gendarmes sont venus perquisitionner. Effectivement. Et après, elle est revenue. Elle a réapparu. Quand on ne peut pas vous oui, dire non il y a eu plus. un moment où effectivement on a fermé personne. On a vu personne. Et après, elle est revenue seule. Et puis, effectivement, il y a eu des bons contacts de voisinage. C'était une voisine agréable, hein, là-dessus. Elle était sympa. Bon, un peu excentrique, si vous voulez, mais quelqu'un de gentil. Et pourquoi vous dites excentrique? C'était une Parisienne. Voilà, nous on est des gens de la campagne, il n'avait pas la même façon de vivre que nous. Après, mais Julie, c'était quelqu'un d'adorable. Ah oui, nous, on est allé à Paris, elle nous recevait chez elle, elle nous hébergeait. Hein, donc, le type de relation... Les enfants étaient rois chez elle. De toute façon, quand elle arrivait, les gamins, hop, ils étaient... On les voyait plus. Ils étaient chez Tata Jacqueline. C'était quelqu'un quand même d'assez de sociable. Hein. Qu'aimait bien un peu la fête, hein. C'était souvent là qu'elle faisait un pas avec les amis qui descendaient, il y avait la musique, tout ça, ça dansait. Hein. C'était une bonne vivante, hein, malgré tout. Et elle ressemblait à quoi, Jacqueline? Pas de photos, là. Des fois que je cherche ça dans les... Sur les photos, Madame Bélanger est grande, mince, élégante, mais toujours de dos ou de trois quarts. On ne voit jamais son visage. Une silhouette discrète, effacée, une femme de l'ombre. Elle vous a déjà parlé de la mort de Maurice? Non. Elle vous en a jamais parlé? Non. C'est jamais un sujet qu'elle a abordé avec vous? Et on ne l'a jamais questionné là-dessus. C'était sa vie privée, hein, ça ne le regardait pas. Et je pense qu'elle n'a pas trop dû avoir le droit d'aller aux obsèques, par exemple. C'est possible, hein. Oui, ça c'est... Je pense que, par exemple, là, elle n'a pas eu trop le droit. Elle a peut-être été après, parce qu'elle a peut-être su par quelqu'un où il était enterré. Mais il est enterré au Lude. Bon, ça y est, peut-être. Hein. Ah, mais maintenant qu'elle dit ça, je me demande si elle n'y allait pas quand elle venait là, au Lude. Oui. Maintenant, ça me dit quelque chose. De quoi? Qu'elle allait voir, qu'elle allait au cimetière. Au Lude? Ouais. Il me semble que je ne veux pas vous l'affirmer. Maintenant, vous parlez du Lude, oui. En effet. Il me semble avoir entendu parler de ça. Qu'elle allait au Lude. Ouais. Exact.
Des petites fâcheries entre voisins, un service refusé, un bonjour oublié, une invitation non rendue, mettent fin à cette belle entente. Madame Bélanger ne vient pratiquement plus, puis finit par vendre la maison, et ne donne plus jamais de nouvelles. Selon les registres de l'INSEE, elle est morte en janvier 2016. Elle avait 94 ans. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si ils avaient eu un enfant. Non. Parce que Non, mais j'aurais pu apprendre qu'ils avaient eu un enfant et que ça, typiquement, c'est important. Ma question va peut-être vous paraître bizarre, mais est-ce que elle avait des accès de colère, de violence ou des sauts d'humeur? Est-ce qu'elle aurait pu? Ah non. C'était quelqu'un de doux? Oui. C'est pas quelqu'un. Nous, on n'a jamais. C'était pas quelqu'un de violent. Moi, je l'ai jamais vu se mettre en colère ni quoi que ce soit. Non. Si Jacqueline Bélanger n'a pas le profil d'une femme violente, si ce n'est pas elle qui a aidé Jean Mawem à assassiner Maurice à coups de marteau, c'est quelqu'un d'autre, de son entourage. Et après Jacqueline, la personne la plus proche de mon grand-père, c'est ma grand-mère, Monique. Monique, ou Mamoun pour ses petits-enfants, je l'ai bien connue. J'en garde le souvenir d'une femme assez dure, pas franchement câline, ni avec nous, ses petits-enfants, ni avec ses enfants. Une femme distante, qui buvait son petit whisky à l'apéro. Mais Martine n'a pas vraiment la même version de l'histoire. Bon, écoute, je suis prête. Martine est l'ex-femme de Jean-François, le fils aîné de Maurice, son associé à l'étude. La famille Régent, elle la pratique depuis près de 60 ans. En quelle année t'as rencontré Jean-François? En 67. Ça date. Et on avait 17 et 18 ans. Et alors, toi, tu as été la première compagne officielle d'un des fils Régent. Et c'était comment l'ambiance dans la famille Régent? C'était pas très cool, ça c'est sûr. Je me souviens, à l'époque, c'était rue de Clichy, c'était incroyable. C'était un appartement qui devait faire 250 mètres carrés. C'était un peu comme un hôtel particulier au fond d'une cour. C'était juste à côté du Casino de Paris. Et ça donnait sur un jardin. Et tu rentrais dans une grande entrée. Et après, tu avais une énorme salle à manger et la cuisine. Et un très grand salon. Mais on n'y allait jamais, très très peu. Et donc, il y avait une soubrette à plein temps qui habitait sur le palier et qui était là toute la journée. Et je me rappelle surtout des repas. Et voilà, on était servis à table, moi, ce qui m'impressionnait quand même. Et là, c'était un peu lugubre parce que Monique et Maurice ne parlaient que de la voiture. Ils avaient 2 voitures. Et la voiture qu'ils allaient utiliser le lendemain. Et ils sortaient beaucoup. À l'époque, Mamoun, elle faisait un dîner entre 12 et 18 personnes par semaine dans cet appartement. Et elle faisait tout elle-même. Tout. C'était une très très bonne cuisinière. Ils avaient beaucoup d'amis et très très relationnels. Beaucoup de notaires, Elle faisait partie du Rotary Club, ils faisaient partie, sûrement de plein de choses comme ça. Ils faisaient des balles costumés, beaucoup. C'était assez festif quand même. Leur vie mondaine était très festive. Tu décris une vie mondaine extrêmement festive et une vie de famille extrêmement glaciale finalement. Oui, parce que je pense que Mamoun, elle voulait pas 6 enfants. C'est clair. Bon, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas... et elle a été submergée par les enfants, les uns après les autres, tous les 9 mois, ça recommençait. Et c'était pas son truc. Et donc, je pense que finalement, il se réfugiait un peu dans les mondanités. Effectivement, d'après ce que m'ont raconté mes parents, les enfants, c'était pas trop son truc. Alors elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire, en tant que femme de notable, de la moyenne bourgeoisie parisienne. Elle a fermé sa porte et son lit à son mari. Et Maurice a fini par se consoler dans les bras de Madame Bélanger. Et puis c'était un mariage arrangé, hein. Maurice, c'était pas un mariage d'amour. C'était un mariage arrangé par les 2 familles. Qu'est-ce que tu sais des relations entre Maurice et Monique, sa femme ?
Déjà, ils s'entendaient pas très bien. Hein, et... Enfin, c'est pas qu'ils s'entendaient pas très bien, c'est qu'il se passait rien, quoi. Ils vivaient sous le même toit, mais c'était chacun leur vie. Monique aussi a trouvé d'autres bras où passer ses nuits. Des bras qui ne voulaient pas d'enfants non plus. Et est-ce que tu savais que Mamoun, elle avait un amant? Bien sûr. Je le connaissais même. C'était un type très sympa. Sa femme aussi, de vrai. Il avait une très belle maison. Et j'ai oublié son nom. C'était un type très jovial, très sympa. Il faisait partie vraiment de leur cercle d'amis très très intime. Ça a dû lui plaire, Maurice? Je crois qu'ils s'en foutaient complètement. Bon, je pense qu'elle a dû C'est une belle femme, hein, Mamoun. Une très très belle femme. Donc je pense qu'elle a dû en avoir d'autres, mais là, je sais pas du tout. Je n'étais pas du tout dans ce truc-là. Pour moi, ils avaient chacun leur vie. Et Madame Bélanger, j'ai quasiment toujours su. Tu sais, je crois qu'à cette époque, c'était pas du tout comme maintenant. Les liaisons, ça se passait vraiment dans l'ombre. Et c'était aussi un milieu social où il fallait pas faire de vagues et chacun trouvait des consensus. Je pense que c'était ça, surtout. Et ils s'adaptaient à cette vie-là. Est-ce qu'ils ont songé à divorcer? Est-ce qu'il y a une séparation qui s'est faite ou pas? Non, je crois pas. Je pense que l'un et l'autre voulaient garder le statut, que c'était important pour eux et qu'ils avaient trouvé un compromis. C'était une époque aussi où on divorçait pas facilement, surtout dans un milieu notable, surtout dans leurs familles respectives. Je dirais pas que cette vie leur convenait, parce que c'était pas une vie, quoi. C'était un faux semblant. Mais je pense pas qu'ils avaient envisagé le divorce. Alors, on a dit après que peut-être il aurait plus tard quitté Mamoun pour s'installer avec Madame Bélanger. Cette rumeur, ma mère aussi m'en a parlé. Elle m'a même avoué que la dernière fois qu'elle avait vu Maurice, il venait d'acheter la maison en Touraine pour Madame Bélanger et qu'il lui avait confié son intention de divorcer. Elle n'a pas voulu me le dire au micro, parce que 44 ans plus tard, il y a toujours une forme d'autocensure. Il ne faut pas parler des morts et ne pas prendre le risque de salir leur mémoire. Est-ce que tu penses que Mamoun, elle aurait pu commanditer l'assassinat de Maurice? Mais pas une seconde. Mais alors pas une seconde. Je pense vraiment pas. Ah non, vraiment. Mamoun, je l'ai vraiment bien connu. Hein. J'ai passé... Parce qu'on a été, à la suite de ça, on a été très très proches. Et on s'est un peu soutenus mutuelles toutes les deux. Parce que Mamoun, elle était quand même si elle n'était pas amoureuse de Maurice, elle était quand même extrêmement affectée. Je peux pas l'imaginer, mais je peux même pas en rêve, quoi. Est-ce que Monique a eu vent des intentions de Maurice de divorcer? Est-ce qu'elle a su pour la maison en Touraine et qu'elle a vraiment vu rouge? Quand Maurice est tué, Monique est placée en garde à vue pendant quelques heures, puis relâchée. Il faut dire que son alibi était en béton. Au moment du meurtre, elle garde les 2 premiers enfants de Martine, qui est à la maternité où elle vient de donner naissance à son 3e enfant. Martine a assisté au procès en février 1984. Elle en garde un sentiment d'inachevé, même si pour elle, c'est bien Jean Mawem, le comptable de Maurice, qui a fait le coup. Il n'y a pas eu de mobile, il n'y a pas eu de... Enfin, ils n'ont pas... Bon, ce type, effectivement, bon, on a dit que c'était lui. Bon, je pense que c'est lui, effectivement. Mais on aurait pu penser qu'il sortirait peut-être plus de choses de ce procès. Il a été condamné pour complicité. Hein. Oui. C'est son frère qui a... Enfin, c'est le frère du comptable qui l'a assassiné. Ah bon? Oui. C'est ta théorie, ça? Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est son frère qui était dans la Légion. Et c'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai pas cherché plus à savoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de frère légionnaire qui aurait aidé Jean Mawem à supprimer Maurice? Et pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant? Bon, ça, c'est une piste que je vais devoir creuser.
Pour le moment, mettons de côté les 2 femmes de la vie de Maurice, Jacqueline et Mamoun. Qui d'autre aurait pu entraîner Maurice dans cette cave où il n'allait jamais? Pour aller chercher des archives, il demandait à son coursier ou à un de ses clercs. Il devait donc vraiment avoir confiance en cette personne. Donc, il le ou la connaissait. Ce que l'on sait, c'est qu'il a quitté son étude de notaire, qu'il est descendu au sous-sol, qu'il a été frappé 17 fois à la tête avec un marteau et que son corps a été retrouvé dans une cave. Ça en fait des scénarios possibles. Pour faire le tri entre toutes ces possibilités, clarifier les choses, je pense qu'une petite mise en situation s'impose. Bon alors Mélanie, tu es la standardiste de l'étude. Victor, Bastien, qui veut faire Maurice? Moi, je veux bien faire Maurice. Non mais Perrine, tu peux pas être Maurice, faut que ce soit un peu cohérent. Oui, mais j'avais envie de faire Maurice. Bon, Victor, tu es Maurice. Bastien, tu fais Jean. Marie, tu es le complice de Jean. Bon, alors on n'est pas sûr qu'il existe, c'est qu'une hypothèse, donc c'est un rôle assez libre. Tu peux improviser. Option 1, un guet-apens. Maître Régent, pourriez-vous... Maurice découvre un message sur son bureau, lui demandant de descendre au rez-de-chaussée. Mélanie, est-ce que le courrier est arrivé? Alors la standardiste, elle s'appelait Marie-Édith, mais peut-être que Maurice l'appelait Mademoiselle, ça se faisait à l'époque. Mademoiselle, est-ce que le courrier est arrivé? Non monsieur, pas encore. Maurice s'éloigne dans le couloir d'un pas vif. Il ouvre la porte d'un bureau, ne dit rien, puis traverse à nouveau la réception et sort. Au revoir monsieur. À tout à l'heure, je serai de retour. Non, apparemment Maurice n'a rien dit à sa standardiste. Il lui a pas dit où il allait, rien, ça c'est justement ce qui n'était pas dans ses habitudes. Sur le palier, Maurice attend l'ascenseur, mais il est pressé. Il décide donc de prendre l'escalier pour descendre les 3 étages. Maurice se retrouve dans le hall d'entrée. Jean, qui est descendu par l'escalier de service, s'y trouve également. Il le hèle. Maître, j'ai un problème avec un dossier. Aux archives. Vous voulez bien m'accompagner? Ça ne prendra que quelques minutes. Ça ne peut pas attendre cet après-midi. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Je suis désolé, il y en a vraiment que pour quelques minutes. Je suis bloqué avec ce dossier. Les 2 hommes se dirigent vers l'escalier du sous-sol. Là, un complice attend Maurice. Tiens-le! Et lui assène un premier coup. Mais j'ai du mal à croire que Maurice aurait suivi un de ses salariés dans la cave. Il n'y allait absolument jamais. Pas crédible. Option 2. Sous la menace d'une arme. Maurice est dans son bureau. Jean ouvre la porte. Maître, auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Nous verrons tout à l'heure. Je dois descendre récupérer le courrier. Mademoiselle, est-ce que le courrier est arrivé? Non monsieur, pas encore. Maurice s'éloigne dans le couloir d'un pas vif. Il ouvre la porte d'un bureau, ne dit rien, puis traverse à nouveau la réception et sort. Au revoir monsieur. Maurice se retrouve sur le palier, il renonce à attendre l'ascenseur et emprunte l'escalier pour descendre les 3 étages. Soudain, mais que... Jean surgit derrière Maurice. Il lui pointe un couteau ou un pistolet dans le dos. Maintenant, on va descendre tranquillement. Jean et Maurice déboulent dans le hall. Jean entraîne Maurice vers l'escalier du sous-sol, le fait descendre. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Et lui assène un premier coup. Et là, un complice, dissimulé dans la cave, surgit. C'est bon, je le tiens! Et se jette sur Maurice, étourdi. Ou peut-être que Jean est descendu en premier et que le complice était caché dans l'escalier de service et qu'il a attendu que Jean et Maurice soient dans l'escalier de la cave pour les suivre et c'est lui qui aurait frappé en premier. Oui, pas faux. Mais le concierge l'aurait pas repéré. La vitre de sa loge donne sur l'entrée de la cave quand même. De toute façon, cette version non plus ne colle pas. Comment 2 hommes, dont l'un avec une arme pointée dans le dos de l'autre, auraient pu descendre 3 étages à 9h du matin dans un immeuble de bureau sans croiser personne, puis traverser un hall ouvert sur la rue sans rencontrer le concierge, qui à cette heure-là est en pleine distribution du courrier. Maurice
arrivé dans le hall, aurait forcément tenté quelque chose. Il aurait crié, se serait débattu. S'il est descendu, c'est qu'il avait confiance. Option 3, un rendez-vous mystérieux. Maurice découvre un message sur son bureau. Il est signé d'une femme. Le message, un peu coquin, lui donne rendez-vous à la cave. Alors, Perrine, tu fais la mystérieuse femme. C'est qui cette femme? Aucune idée. Hein. Moi, je voulais faire Maurice. C'est une théorie, Perrine. Est-ce que c'est une maîtresse, une collègue avec qui il a eu une liaison? Ok, je fais la femme. Mademoiselle, est-ce que le courrier... Non, monsieur, pas encore. Maurice s'éloigne dans le couloir d'un pas vif, il ouvre la porte d'un bureau, ne dit rien, puis traverse à nouveau la réception et sort. Au revoir, monsieur. Sur le palier, Maurice attend l'ascenseur, mais il est pressé, donc il décide de prendre l'escalier pour descendre les 3 étages. Maurice se retrouve dans le hall d'entrée. Une femme l'attend. Salut mon chou. Ça te dirait un petit câlin vite fait entre 2 dossiers? Non, mais alors en fait, non. Hein, je vois pas du tout Maurice avoir un rendez-vous avec une maîtresse dans la cave de son étude. C'est absolument pas crédible. Et est-ce que ce serait possible que je sois vraiment descendu dans la cave, de mon plein gré, pour aller chercher un truc? C'est compliqué à croire. Hein. T'allais jamais à la cave. Tu envoyais ton coursier. Ou alors tu demandais à ta secrétaire qui, elle, demandait à ton coursier. Bon, c'est bien marrant de faire des reconstitutions. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. La première chose que je me dis, c'est la solution est dans le dossier. Mais oui, tout est dans le dossier. Et justement, j'ai enfin reçu l'autorisation de consulter les archives de l'enquête de police. Est-ce que dedans, il y aura le rapport d'autopsie? Et si oui, est-ce qu'il y aura des photos? Est-ce que je vais enfin savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là, dans cette cave? À suivre sur Arte Radio.